Bonjour et bienvenue dans A tout santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'insuffisance rénale. Nous parlerons de la dialyse à la greffe du rein. Indispensable dans notre vie, les reins sont des filtres qui éliminent les déchets de l'organisme. L'insuffisance rénale est une réduction progressive du fonctionnement des reins. En France, plus de 3 millions de personnes sont victimes de cette maladie. Comment fonctionne le rein? Qu'est-ce que l'insuffisance rénale? La dialyse est-elle obligatoire? Tout le monde peut-il recevoir une greffe? Nous allons répondre au cours de cette émission à toutes ces questions. Dans la première partie de notre émission, nous irons à la rencontre de Jean, qui est dialysé chez lui depuis quelques années. Et sur le plateau, nous expliquerons l'insuffisance rénale et verrons qu'il existe différents types de dialyse. Dans sa chronique pédagogique, le docteur Julia Marouani nous parlera des femmes enceintes avec une greffe. Quelles sont les recommandations qu'on fait quand on a des insuffisances rénales? Dans sa seconde partie d'émission, nous aborderons la prise en charge des patients qui vont recevoir une greffe de rein. Enfin, nous terminerons notre émission avec Fanny Masmejean dans sa chronique fan de santé. Sur le plateau d'A tout santé, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Yvon Berland. Bonjour Yvon Berland. Bonjour. Vous êtes chef de service néphrologie et de transplantation rénale. Vous êtes accompagné du professeur Philippe Brunet, néphrologue. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Et vous avez une de vos patientes, Béatrice Rousseau. Bonjour Béatrice, bienvenue. Et notre chroniqueuse Julia. Bonjour Julia. Bonjour Alain. Alors Yvon Berland, nous parlons dans cette émission de l'insuffisance rénale. Alors d'abord, première question naïve pour nos téléspectateurs, à quoi sert un rein ? Alors, on pourrait résumer le fonctionnement du rein avec trois objectifs. D'une part, vous l'avez dit en introduction, le rein épure les déchets de l'organisme et donc, à ce titre, indispensable. Mais il ne fait pas que cela, ce n'est pas que cette fonction. C'est également l'organe qui permet d'équilibrer l'eau que l'on a dans l'organisme, les minéraux qui sont dans notre organisme, et donc à ce titre, c'est un organe qui est indispensable à la vie. Et puis, troisième fonction qu'on oublie parfois, c'est que le rein est également un organe qui produit des hormones, par exemple l'érythropoïétine, l'EPO, dont tout le monde peut parler lorsqu'on parle des grands sportifs. Voilà, c'est le rein qui produit l'EPO. Et donc, voilà, ça n'est pas simplement une station d'épuration, c'est un organe beaucoup plus complexe que ce que l'on a l'habitude de croire. Merci Yvon Berland. Dans notre premier reportage, nous allons aborder la prise en charge du patient atteint d'insuffisance rénale. C'est un reportage qui nous est proposé par Patrick Loez. Alors, quand on reçoit un patient qui arrive à un stade évolué, comme vous le dites, de cette maladie rénale chronique, nous allons lui proposer les différents parcours, les différentes mesures thérapeutiques à notre disposition. Donc on va de toute façon en premier d'abord tout faire pour protéger ses reins le plus longtemps possible, mais quelquefois ce n'est pas le cas, ça peut évoluer très vite. Donc nous allons lui parler de la transplantation rénale, de la dialyse et ses différentes modalités. Le moment précis où on met un patient en dialyse, donc on lui dit maintenant il faut commencer la dialyse, ça dépend plus de son état clinique, sa tolérance de sa maladie qu'un chiffre biologique de l'analyse. Je suis né le 21 janvier 1935, le jour de la décapitation de Louis XVI. Ma maladie, c'est polykystose rénale. Quand il m'a dit que le moment était venu de penser à me faire dialyser, il m'a proposé deux solutions. Une, à faire à l'hôpital. Il fallait aller 3 fois par semaine à l'hôpital. Ça durait 4 ou 5 heures, je crois. Ensuite, il fallait y aller, il fallait retourner. Enfin, on perdait son temps. Et puis, il y avait l'autre solution qui faisait intervenir une machine. Ça se fait chez soi, n'est-ce pas? On se branche sur la machine. Ça dure 8 heures. Le matin, on se réveille, on se débranche,
Et puis dans la journée, on est complètement autonome. Et c'est ça qui m'a plu, c'est l'autonomie. Mes amis, ils pensaient que ça allait certainement être très compliqué. On a eu une formation de 15 à 18 séances pour apprendre à justement faire ces gestes qui sont finalement très simples. On a l'impression que c'est très compliqué, mais c'est très simple. Moi, j'en conseillerais cette formule-là, parce que comme vous disiez, mon mari, c'est quand même... dans la journée, il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, il part. La nuit, il dort. Ça ne gêne absolument pas, il ne sent rien et je trouve que c'est vraiment, pour lui c'est royal et pour moi aussi, parce que dans la journée on n'est pas à regarder l'heure, ah bien il faut se brancher ou un truc comme ça, quoi. De retour sur le plateau d'Atout Santé où nous parlons aujourd'hui de l'insuffisance rénale. Alors, professeur Berland, qu'est-ce que l'insuffisance rénale? L'insuffisance rénale, justement, c'est une perte de ces trois fonctions que je décrivais précédemment, c'est-à-dire diminution de la filtration et des possibilités de filtrer les déchets de l'organisme par les reins, diminution des capacités d'équilibrer l'eau, les électrolytes de l'organisme. Et donc, on voit là que si on accumule trop d'eau, trop de sel, eh bien, on risque par exemple de l'hypertension artérielle. Et puis, diminution de la production d'hormones, notamment de l'EPO, et donc possibilité d'anémie. Et pourquoi le rein s'arrête de fonctionner? Quelle est la raison? Il peut y avoir beaucoup de maladies. Parfois des maladies génétiques. Dans l'exemple qui nous était donné, eh bien, de maladies polykystiques de l'adulte, c'est une maladie génétique. Ça peut être des maladies acquises au cours de maladies bien connues comme le diabète ou bien une hypertension qui dure longtemps mal traitée. Il y a de multiples causes à l'insuffisance rénale chronique. Et est-ce qu'on a des symptômes de cette insuffisance? Alors justement, très longtemps, on peut ne pas avoir de symptômes. Et c'est pour cela que souvent, on a des patients qui nous arrivent à un stade avancé de l'insuffisance rénale chronique parce qu'ils n'ont rien ressenti au préalable. Ils ont rien vu. Alors Béatrice, vous êtes sous dialyse aujourd'hui, vous attendez une greffe. Au début, comment vous avez découvert que vous aviez une insuffisance? C'est génétique, voilà, donc vous le saviez en fait. Oui, je le savais. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le parcours que vous suivez aujourd'hui? Jusqu'à l'âge de 40 ans, moi, tout allait bien. J'avais un peu d'hypertension à ma première grossesse. Et là, je fais la dialyse péritonéale comme Jean, voilà, à la maison, je suis autonome, oui. Et c'est vrai que c'est vraiment... C'est confortable, plus confortable que se déplacer, ce qu'il disait dans le reportage. D'accord. Et donc, Philippe Brunet, vous êtes un spécialiste de la dialyse. Hein. Depuis 2010, la prise en charge a changé, il y a des changements positifs là-dedans. Expliquez-nous un peu tous ces changements depuis 2010. Oui, alors depuis les années 2000, il y a des voilà, ça remonte même avant 2010. C'est des changements spectaculaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de passer par l'étape dialyse pour accéder à la greffe. Voilà. On peut avoir, dès qu'on arrive à une insuffisance rénale qui représente à peu près 20% de la fonction des reins, on peut avoir un bilan pré-greffe. Voilà. Et ça, c'est un changement. On peut aller directement à la greffe, en fait. Et si on a la chance d'avoir soit un donneur vivant, soit de pouvoir être inscrit et d'avoir un peu de chance et d'accéder rapidement à une transplantation, d'avoir un donneur, à ce moment-là, on peut ne pas passer par la dialyse. Qu'est-ce que c'est pour nos téléspectateurs, la dialyse? Qu'est-ce que c'est, en fait? Alors, la dialyse, si vous voulez, c'est, en gros, c'est le nettoyage du sang, voilà, par un dispositif qui peut être soit la dialyse péritonéale, c'est-à-dire la dialyse par le ventre, un petit tuyau qui pénètre à l'intérieur du ventre et qui permet de faire entrer un liquide qui va se charger en toxines et ce liquide va être évacué très régulièrement et remplacé. Deuxième technique, l'hémodialyse, c'est la dialyse par le sang. Et là, il faut avoir soit une veine que l'on fait grossir, soit un cathéter. Et par ce biais, on a accès au sang et on peut faire passer le sang sur une machine pendant une séance de 4 heures. Et ces séances sont renouvelées 3 fois par semaine. Quels sont les avantages et les inconvénients des deux techniques? Avantage de la dialyse péritonéale, c'est ce qui a été dit par notre patient Jean, c'est l'autonomie. C'est-à-dire que la technique se fait à la maison, on apprend au patient à se traiter lui-même. Là, vous êtes aussi... L'apprentissage est difficile pour vous, Béatrice, non? Non, moi je suis autonome totalement, c'est moi qui fais tout. Voilà. Et vous avez eu un stage de formation un peu comme Jean? Oui, voilà, quelques séances, une dizaine de séances, voilà. Et donc vous, en tant que médecin néphrologue, laquelle vous conseillez en fait? On va conseiller l'autonomie avant tout, voilà.
Après, il faut voir qu'un certain nombre de patients sont très fatigués, n'ont pas beaucoup de possibilités d'autonomie et ils préfèrent choisir à ce moment-là l'hémodialyse. Voilà. Merci Philippe Brunet. On remercie bien sûr l'ensemble de nos invités. Nous allons laisser la parole à Julia Marouani qui va nous parler dans sa chronique pédagogique des femmes enceintes et de la greffe. Julia, alors quelles sont les recommandations pour les femmes greffées qui attendent un enfant ? Alors, même si les greffes concernent principalement des sujets de plus de 50 ans, cela touche aussi des femmes plus jeunes qui ont potentiellement un désir d'enfant. Avant la greffe, les femmes présentent fréquemment des troubles du cycle qui s'améliorent spontanément dans les mois suivant la transplantation avec une récupération de la fertilité. Le message principal à faire passer aux patientes, c'est qu'il faut absolument programmer leur grossesse pour éviter toute grossesse non prévue, sous peine de devoir interrompre la grossesse pour des raisons médicales. Ça va impliquer deux choses pour ces femmes. D'abord, d'avoir une contraception efficace jusqu'à l'accord des différents médecins pour démarrer une grossesse et aussi de faire une consultation préconceptionnelle qui va avoir plusieurs objectifs. D'abord, si c'est nécessaire, changer le traitement anti-rejet ou d'autres traitements pour utiliser des molécules qui sont compatibles avec la grossesse. Il ne faut jamais arrêter les traitements anti-rejet, même au cours de la grossesse. Cette consultation va permettre aussi d'évaluer le fonctionnement de l'organe parce que c'est ça qui va un petit peu donner le feu vert aussi. Il faut, par exemple, en cas de transplantation rénale, avoir une fonction rénale stable avant d'envisager une grossesse. Il n'y a pas réellement de délai imposé entre la transplantation et le début de la grossesse. C'est vraiment le fonctionnement de l'organe qui prime, en sachant qu'en moyenne, les patientes attendent entre 18 mois à 2 ans avant de débuter une grossesse. Il ne faut pas oublier aussi que selon le cas, la maladie en fait, va avoir une cause génétique et donc il faut proposer à ces couples d'avoir une consultation, un conseil génétique avant la conception. Pour les grossesses chez les femmes transplantées, donc ce sont des grossesses qui présentent des risques assez élevés, qui doivent être prises en charge par des équipes multidisciplinaires entraînées. Bien sûr, d'abord le spécialiste qui suit la patiente pour la transplantation, mais aussi les gynécologues obstétriciens, ça peut être aussi les anesthésistes, les pédiatres et les autres spécialistes. Elles vont bénéficier, ces femmes, d'une surveillance accrue, quasiment tous les 15 jours, pour éviter au maximum les complications. Et en ce qui concerne la voie d'accouchement, il n'y a pas d'indication systématique à réaliser une césarienne après une greffe. On va dire que ça dépend plutôt de la situation obstétricale de la patiente. Merci Julia pour ces informations. Peut-être une réaction, Yvon Berland, sur ces sujets ? Non, on voit bien que la transplantation rénale, justement, permet à ces jeunes femmes d'avoir des grossesses. Et donc, on a dans le service un certain nombre d'événements qui se sont produits heureux. Et c'est un parmi tant d'autres des avantages de la transplantation rénale. Merci Yvon Berland. Alors dans la seconde partie de notre émission, nous allons parler de la greffe et la vie après la greffe. Allons à la rencontre de Stéphanie qui a été greffée du rein. Une belle expérience de vie, un reportage proposé par Patrick Loez. On sait que le traitement de choix de l'insuffisance rénale chronique, c'est la transplantation rénale. En termes de durée de vie des candidats à la greffe, des patients insuffisants rénaux chroniques et en termes de qualité de vie. Pour proposer cette transplantation rénale, il faut un donneur de rein. Et là, il y a plusieurs types de donneurs de rein. Les donneurs en état de mort encéphalique qui sont pour le moment, qui représentent la source la plus importante pour le moment en France, les donneurs vivants et les donneurs décédés après arrêt circulatoire. Bonjour. J'ai 39 ans, je suis ostéopathe donc sur Marseille depuis 2008 et donc je suis née avec une néphropathie interstitielle qui s'est soldée il y a 1 an et demi en février 2016 par une greffe. C'est une greffe donneur vivant, c'est mon papa qui m'a donc donné un rein. Bonjour Sabine. Bonjour. Est-ce que tu as reçu Il y a deux situations. La situation dans laquelle le patient arrive avec un projet de transplantation rénale avec donneur vivant. Il a discuté avec ses proches, ses amis, sa famille, et un donneur potentiel s'est manifesté. La deuxième situation, c'est celle dans laquelle le patient n'est pas informé de cette possibilité et auquel cas nous allons d'une part rassurer sur le devenir du donneur vivant et d'autre part évoquer les possibilités de discuter ce projet avec sa famille et ses amis.
L'appréhension, je l'ai eue, pas tant pour moi, mais surtout pour papa, parce que c'est vrai que, bon, moi, je connaissais mon état de santé. Par contre, j'avais des craintes vis-à-vis de lui par rapport à des complications ou à une dégradation de son état de santé après la greffe. Donc là, les équipes nous ont vraiment accompagnés, rassurés et en fait, m'ont aidé à prendre une décision. Dès 2-3 jours derrière la greffe, j'avais une forme, vraiment, j'ai repris le travail 2 mois et demi après. La greffe, c'est vraiment quand même un renouveau derrière. Voilà, c'est tellement mieux, c'est une belle aventure, vraiment, mais il faut pas en avoir peur. On est même sur un bel événement à venir, hein. Donc là, je suis dans mon 5e mois de grossesse. Donc, super quoi, voilà. Tout va pour le mieux. De retour sur le plateau d'Atout Santé, alors restez à nos côtés le professeur Yvon Berland, qui est chef de service de néphrologie et de transplantation rénale, et nous accueillons le docteur Tristan Legris, néphrologue, bonjour. Bonjour. Et Stéphanie et son papa André, qui sont des... Bonjour. Stéphanie qui a été greffée, bonjour à tous les deux, bienvenue sur le plateau d'Atout Santé. Alors d'abord félicitations pour l'heureux événement à venir, nous sommes ravis. Peut-être quelques questions pour comprendre un petit peu le cheminement. André, d'abord, votre papa, quand vous avez appris que votre fille avait une insuffisance rénale, quelle a été votre première réaction? Alors, je connaissais cette insuffisance rénale depuis très longtemps, depuis sa naissance. Hein, parce que c'était diagnostiqué à sa naissance, hein, une NTI. D'accord, donc c'était quelque chose qu'on connaissait. Voilà, mais bon... qui a dans le temps. C'était, on n'en parlait pas trop toutes ces années parce que ça ne se développait pas. Les années ont passé comme ça, donc, mais il y avait quand même une crainte parce qu'on savait que c'était une maladie évolutive, quoi. Et à quel moment ça s'est développé vraiment, il y a 5-6 ans de cela. Voilà, c'est resté stable très longtemps. Et puis bon, je souffre d'un diabète aussi depuis 2001 qui d'après les médecins, un peu accéléré. Puis l'âge aussi, je pense, n'aide pas. Et puis effectivement, l'insuffisance rénale a flambé un petit peu depuis quelques années. Et André, donc vous avez pas hésité un instant à faire un test de compatibilité? Pas un instant, non. Non. Aucune hésitation. À parler immédiatement. Alors, comment on se prépare à vivre une expérience comme celle-là? Bon, j'ai vu que c'était une belle expérience que vous avez vécue tous les deux. Oui. Comment on se prépare? Qu'est-ce qu'on se dit? Au début, on ne s'est pas dit grand-chose parce que moi, j'étais un petit peu... j'ai eu du mal à lui l'annoncer, en fait, quand j'ai vu les néphrologues qui m'ont dit écoutez, on va partir sur une greffe, on va vous inscrire sur liste et faire un bilan pré-greffe. Je ne savais pas trop comment lui le dire parce que ça me faisait un petit peu peur aussi. Donc c'est mon compagnon qui est allé lui l'annoncer, entre guillemets. Et puis après, bien sûr, on en a parlé, il m'a rappelé, il m'a dit voilà, on va faire ce qu'il faut tous les deux. Et puis on a accompagné, on n'était pas seuls évidemment. Hein. Le corps médical nous accompagne et puis ils nous permettent de prendre la bonne décision aussi parce que pour le donneur, enfin pour le receveur, c'est pas évident non plus d'accepter. Je crois que là on a le docteur Legris, donc Tristan, tous les deux n'étaient pas de sang compatibles, c'est ça au départ? Oui, tout à fait. Hein, alors intuitivement, on se dit peut-être que la greffe ne peut pas marcher. Alors expliquez-nous comment ça peut se faire et quels sont les tests qui font qu'on peut être compatible pour donner. Alors, il y a 2 types d'incompatibilité. Il y a l'incompatibilité ABO, comme le groupe sanguin en fait. Et donc Stéphanie était incompatible avec son papa. Donc il a fallu faire un protocole particulier pour désensibiliser avant la greffe Stéphanie pour que cette greffe puisse se faire. Être compatible. Voilà. Et après il y a une compatibilité qu'on appelle HLA, qui est la carte d'identité si vous voulez des organes entre eux. Et on est obligé de faire un test de cross-match avant de faire une greffe, c'est-à-dire un test de compatibilité pour que la greffe puisse se faire. Et là, le test était bon pour Stéphanie. Donc c'est la joie aujourd'hui, bien sûr. Et est-ce que seulement la famille peut donner ? Non. Toute personne qui apporte la preuve d'une relation étroite et stable depuis au moins 2 ans. Il faut un lien quand même avec la personne à qui on donne. Il faut un lien, ça peut être un ami très proche, au moins 2 ans de relation. Alors, comment évolue aujourd'hui le risque de rejet ? Alors, le risque de rejet, il est de plus en plus faible au fur et à mesure des années, puisque les médicaments anti-rejet sont très performants actuellement, et on peut estimer qu'il est de moins de 10% à 1 an de greffe, ce qui est quand même très faible. D'accord. Et on a entendu que le corps médical a accompagné aussi dans cette démarche. Comment vous y prenez ? Quelles sont les étapes ? Alors, il y a tout le suivi avant la greffe, donc il y a beaucoup d'examens réalisés pour le receveur, pour le donneur également. Après, la greffe se fait, ça dure à peu près
en général 10 à 15 jours d'hospitalisation, donc où on voit des médecins tous les jours. Et puis ensuite, il y a un suivi très régulier jusqu'au 3e mois de la greffe, toutes les semaines à l'hôpital pour vérifier que le greffon se comporte bien. Et puis ensuite, il y a un suivi de consultation très régulier également qui s'espace au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est quand on a un donneur de son vivant. Par contre, il y a aussi des gens qui peuvent donner, quand un corps est en mort cérébrale, on peut donner les organes. Donc Yvon Berland, peut-être, comment ça se passe le process là, le rein, combien de temps le chemin du rein, est-ce qu'il peut rester 1 jour, 2 jours, 3 jours? Est-ce que c'est immédiat? Et comment on choisit? Alors, contrairement à d'autres organes, on a un petit peu de temps pour le rein, entre le moment où on prélève et le moment où on peut greffer. Idéalement, et en tout cas c'est ce qu'on fait avec notre équipe, il faut greffer le plus vite possible. Plus vite on greffe, mieux seront les suites de la transplantation. Mais on peut avoir jusqu'à 36 heures d'attente. Et donc on explique souvent ça aux personnes qui vont être greffées parce qu'on les appelle, parfois elles s'affolent. Non, vous avez le temps, vous venez à l'hôpital et donc il n'y a pas besoin de prendre de quelconque risque. Et comment se fait l'attribution? Souvent on se pose ces questions. Alors l'attribution, c'est géré maintenant par l'agence de biomédecine, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de critères qui sont mis sur des machines et qui sont évalués comme l'âge, comme le groupe sanguin, comme le temps d'attente en dialyse. Et donc, lorsqu'il y a un prélèvement, que ce soit sur le territoire Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille ou sur le plan national, eh bien, l'agence de biomédecine nous prévient en disant, voilà, il y a un receveur potentiel, pour le rein là, qui vient d'être prélevé. Et donc, on est informé et on prévient le receveur dont on a la charge. Alors, vous c'était pas le cas, hein, puisque vous avez déjà identifié avec votre papa cela. Vous avez parlé dans le reportage d'un renouveau après la greffe. Comment vous avez ressenti ça? On se sent, enfin, pour ma part en tout cas, je me suis sentie très rapidement beaucoup mieux, hein, d'un point de vue physique. On a vraiment l'impression que tout redémarre. 2 jours derrière l'intervention, j'ai pas eu de douleur, j'étais vraiment en forme. Et puis on se rend compte après, alors il y a des détails qui au quotidien, avant la greffe, ne nous alertent pas forcément, mais on s'en rend compte une fois greffé. Au-delà de la fatigue qui disparaît, mais la respiration, puis l'aspect physique et puis tout. On sent vraiment que l'organisme redémarre et puis... c'est que du bonheur après. Oui, parce que y a des projets qui redeviennent possibles, il y a beaucoup de choses qui redeviennent possibles et c'est ça qui fait que... Et si vous aviez un message pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que vous leur diriez Je crois qu'il ne faut pas avoir de crainte vis-à-vis de cette greffe parce que pour en avoir parlé avec des patients en attente, parfois il y a toujours une crainte parce que c'est quand même quelque chose de nouveau. Il ne faut pas hésiter à en parler aussi avec son entourage avant. C'est vrai qu'on n'ose pas toujours et puis on n'est pas toujours informé non plus. Et puis il faut en parler avec ses proches et puis se préparer à accepter aussi un beau cadeau. C'est un beau cadeau, hein. Merci André, merci à vous tous d'avoir été sur ce plateau. Je crois que c'est des beaux témoignages qui donnent des leçons de vie. Alors pour finir cette émission, nous allons accueillir Fanny dans sa rubrique Fan de santé. Pour pallier aux limites de la dialyse de la greffe de rein, des chercheurs américains ont mis au point depuis plusieurs années un système de rein bioartificiel. Ce dispositif a d'abord été expérimenté sur les animaux et le résultat a été plutôt satisfaisant. Le principe de ce rein bioartificiel, contrairement à la dialyse classique, c'est qu'il serait capable, en plus de l'épuration, d'assurer la fonction biologique de cet organe. Donc il permettrait entre autres l'équilibre de l'organisme en eau et en sels minéraux. Ce rein bioartificiel est dit bio car il est tapissé de cellules humaines et artificiel car ses composants sont mécaniques. C'est en fait un filtre associé à un bioréacteur. L'objectif de ce rein bioartificiel est de répondre à de nombreux problèmes liés à la transplantation rénale et à la dialyse. Il pourrait donc constituer une meilleure alternative pour ces patients atteints de maladies rénales et pourrait donc apporter aux malades une épuration continue des toxines, ce qui constitue déjà un avantage majeur par rapport à la dialyse classique. Et nous pouvons dire que ce rein bioartificiel fonctionne, mais il n'est pas totalement fiable pour le moment. Il y a encore de nombreux problèmes que les chercheurs essayent de résoudre. Mais comme l'a dit Olivier Lequert, chaque situation nouvelle, chaque problème à résoudre amène avec lui l'opportunité rare d'apprendre quelque chose de nouveau. Affaire à suivre donc. Merci Fanny.
C'est la fin d'Atout Santé. Nous remercions tous les intervenants, les invités et tous les téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux jusqu'en Belgique. En attendant, pour ceux qui veulent revoir les émissions, vous pouvez nous voir sur la chaîne YouTube Atout Santé. Envoyez-nous des messages aussi sur Twitter et Facebook Atout Santé. Merci de votre attention. Rendez-vous dans un prochain numéro et d'ici là, soyez acteurs de votre santé.